Bonjour, je suis Yannick Leguerne et vous êtes sur Radio We Do Biz, radio des entrepreneurs, dans l'émission L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure. Love is only true in fairy tales, and for someone else, but not for me. Our love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face, now I'm a believer. Parce qu'entreprendre, c'est s'approprier le monde, le bâtir, le faire évoluer pour soi et pour les autres. Notre émission L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure présente de nouvelles manières de voir, de penser et d'agir. D'entrepreneurs, d'artistes, de philosophes, d'humanistes, de chercheurs, d'écrivains, mais pas que. De personnes qui ont changé ou changent de vie et font évoluer le monde par ce qu'elles font et par ce qu'elles sont. Le propos de l'émission est partisan de la vie, partisan de l'amour. Nous y mettons en lumière des profils et personnalités connues ou inconnues, mais d'exception, qui par leurs exemples nous donnent envie de nous approprier le monde, d'inventer nos vies et de bâtir une humanité meilleure, plus tendre, plus fraternelle, bref, de vivre ensemble et de vivre mieux. Les discussions s'engagent autour des projets parcours vision du monde de l'invité. Chaque invité vient avec 3 idées concrètes pour commencer à bâtir un monde meilleur. Il évoque ses idéaux, ses utopies concrètes et ce qu'il fait pour les atteindre, pour les vivre. Il nous montre comment on peut percevoir et construire la beauté du monde en modifiant son regard ou son comportement. Partant du principe d'Épictète que philosopher, ce n'est pas discuter de philosophie, c'est vivre sa philosophie, nos invités nous font vivre leurs expériences de vie, expériences professionnelles, expériences spirituelles ou intimes, souvent étonnantes, montrant qu'on peut s'approprier le monde dans ou hors des codes. L'énergie positive mise par nos invités dans leur vie et leurs projets nous fait appréhender de nouveaux comportements possibles pour mieux vivre ensemble, être plus fraternels, solidaires, simplement humains. Ils nous font prendre conscience du sublime, d'un idéal personnel ou sociétal meilleur et atteignable, quelles que soient les difficultés. Alors pensons et rendons les utopies concrètes. Renouons avec des idéaux, car nous créons ce en quoi nous croyons. Alors autant croire et rêver à la beauté et à une humanité qui permet au meilleur de l'homme de se réaliser. L'art de changer de monde et de bâtir une humanité meilleure, c'est par chacun et pour chacun, c'est ensemble et c'est maintenant. Alors, commençons par un peu de poésie dans ce monde de lutte. Pourquoi donc faites-vous des prêtres quand vous en avez parmi vous ? Les esprits conducteurs des êtres portent un signe sombre et doux. Nous naissons tous ce que nous sommes. Dieu de ses mains sacre des hommes dans les ténèbres des berceaux. Son effrayant doigt invisible écrit sous leur crâne la Bible des arbres, des monts et des eaux. Ces hommes, ce sont les poètes, ceux dont l'aile monte et descend. Toutes les bouches inquiètes couvrent le verbe frémissant, les Virgiles, les Isaïe, toutes les âmes envahies par les grandes brumes du sort. Tous ceux en qui Dieu se concentre, tous les yeux où la lumière entre, tous les fronts d'où le rayon sort.
Je suis Yannick Leguerne, vous êtes sur Radio Widoubiz, radio des entrepreneurs dans l'émission L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure, avec à l'instant Victor Hugo, déclamé par notre invité Sylvain Solustri. Abracadabra. Notre invité est comédien, libertaire, anarchiste, entrepreneur, homme de radio et magicien. Entrepreneur dans les domaines de la culture, il a fondé une troupe de théâtre, et a été guide de Paris, et a cofondé le musée de la magie avec Georges Proust et un collectif de magiciens. Musée de la magie dont nous allons fêter les 20 ans. Donc des projets ou des entreprises tournées résolument vers la passion et la culture. Alors pour démarrer cette interview en 3 points, nous évoquerons l'acteur, le guide, le magicien. Alors guidez-nous dans votre vie. Qui êtes-vous, Sylvain Solustri? D'où venez-vous? Quelle question. Bonjour Yannick Leguerne. Écoutez, c'est à la fois simple et un peu long. Je vais pas tout raconter, mais je crois effectivement, ça a été dans l'ordre chronologique ma deuxième passion, le théâtre. Peut-être dans l'ordre chronologique, le cinéma a été ma première passion en tant que spectateur. Et je me suis dit, étant très très jeune, c'est ça que je veux faire. Puis j'ai rencontré d'autres choses sur le chemin. Et je me suis aperçu que c'était pas si facile que ça en a l'air. Que ça en avait l'air à l'époque. Alors vous avez décidé de devenir comédien. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Alors j'ai décidé de devenir comédien. Alors souvent, je suis issu d'un milieu assez modeste. Je crois que j'ai, au-delà de ce rêve que j'avais pour le cinéma, que j'ai conservé, je crois que quelque part et peut-être d'une manière un petit peu inconsciente, j'ai voulu sortir de ma condition sociale en faisant l'acteur, peut-être un petit peu comme dans le Nord autrefois du temps des mines, on essayait de devenir champion cycliste ou boxeur pour sortir de sa condition sociale. C'était quoi cette condition sociale de base? Solustri, c'est pas français en plus. Non, mon père était un gentil immigré italien. Il était le grand-père avait fui l'Italie fasciste. J'en ai gardé quelque chose. On rappelle le côté libertaire. Voilà, c'est ça. Le grand-père, c'était plutôt un peu il disait quand on partait le dimanche matin, il disait vous me rapporterez l'humanité. C'était plutôt ce côté-là. Moi, je suis devenu plutôt anard. C'est un peu par opposition probablement de jeunesse. Et c'est vrai que mon père était un ouvrier. Il est devenu contremaître mécanicien sur des machines à relier et à imprimer dans une grosse maison qui fabriquait ça en France. Et ça a été une chance parce que aussi quand on est un petit garçon d'un milieu modeste, je dis pas pauvre, on n'était pas pauvre, mais enfin modeste, disons, c'était le moyen d'évasion, c'était la lecture et le cinéma. Et mon père rapportait à la maison tout ce que cette grosse boîte fabriquait, c'était les livres un peu ratés, les séries noires, les livres de poche, enfin tout, on lisait tout, et il y a des choses qui me sont tombées sous la main étant gosse. C'était un moyen d'évasion extraordinaire. Les livres ratés non pas par les auteurs. Les livres ratés par les auteurs, c'est une autre histoire. Je crois pas que j'avais le discernement pour m'en rendre compte à cette époque. Alors vous lisiez quoi? C'était plutôt des policiers? C'était plutôt Victor Hugo? C'était quoi? C'était exactement tout, justement. C'était les débuts dans les années fin des années 50. C'était le début du livre de poche qui avait commencé à la fin 40. Je crois que le premier livre de poche avait dû paraître vers 1949, si ma mémoire est bonne. Donc on était dans les premiers numéros que j'ai conservés. D'ailleurs, c'est très curieux. J'ai encore à la maison dans l'édition originale. Alors, le premier numéro, je me souviens du livre de poche, c'était Königsmarck, je crois, de Pierre Benoît. On lisait ça, on se le refilait, toute la famille le lisait. Après, il y a eu les séries noires. Ça pouvait être n'importe quoi de la petite littérature comme des grands classiques. On tombait là-dedans. Et puis, alors, évidemment, j'ai eu mes préférences après pour une littérature un peu humoristique. Et puis, les grands romans d'aventure, évidemment. On lisait Les Trois Mousquetaires, c'était classique. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, homme de théâtre, comment
ou comédien? Comment on y arrive quand on est d'un milieu modeste? C'est instantané? On Alors, dit tiens, je veux devenir Alain Delon. Oui, c'est exactement ça. C'est qu'on croit qu'on va devenir Alain Delon. C'est-à-dire que quand on commence C'était l'époque. à prendre, oui, c'était l'époque. Aujourd'hui, ça serait autre chose. Ça serait Depardieu ou je ne sais qui. Mais à l'époque, c'était Delon, c'était Jean Gabin, ou c'était dans les années 70, quand j'ai eu 20 ans, en 72. Voilà. Alors, on commence par prendre des cours de théâtre. On y va timidement. J'étais un peu encouragé par ma mère. Vous étiez dans quel cours? Moi, j'ai commencé, pour tout vous dire, dans un conservatoire municipal qui était très bien tenu, d'ailleurs, dans le 14e arrondissement, d'où je suis originaire. Et c'est un acteur dont le nom ne dira plus rien aux jeunes maintenant, mais qui a tenu la scène au boulevard pendant des décennies. Il s'appelait Robert Murzeau. Il a été mon premier prof d'art dramatique. Mon deuxième, plutôt, parce qu'il y en avait eu un autre avant, Guy Parzi, qui était une petite vedette du théâtre de l'Odéon dans les années 30. Moi, j'ai connu, mes maîtres ont été des acteurs qui ont eu un moment de gloire dans les années 30 ou 40, et même 60, puisque par la suite j'ai eu Jean-Paul Moulineau, Daniel Lecourtois, des gens dont les noms ne disent plus rien. Avec Planchon. Alors ça, oui, bien sûr, c'est un peu plus tardif. Mais pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, je crois que on commence avec inconscience à prendre des cours d'art dramatique, et puis alors j'ai présenté le concours d'entrée à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, qu'on appelait la Rue Blanche, à l'époque. Maintenant, ils sont à Lyon. Et contre toute attente, j'ai été reçu, alors que je n'avais même pas 18 ans. J'ai été reçu au concours. On devait être, à l'époque, 20... il devait y avoir 20 garçons et 20 filles qui devaient être pris sur 400 candidats. Aujourd'hui, je sais qu'ils sont 1200 à se présenter. À l'époque, il y en avait moins. Je crois que c'est un fait du hasard. J'étais absolument pas préparé. À moins de 18 ans, je rentre dans cette école. Mais pour mes parents, gens simples, quand on fait une école professionnelle, on sort au bout d'un moment avec le diplôme professionnel et on fait le métier qu'on a choisi. Si on rentre dans une école de cuisine, une école de restauration, on devient chef. Si on fait une école de plomberie, on devient plombier. Et si on fait une école de comédien, on devient comédien. Alors comment ça s'est passé? Ça s'est assez mal passé, parce que en sortant de cette école 2 ans après avoir commencé les cours, on s'est aperçu qu'effectivement on devenait pas l'innoventura immédiatement, même peut-être jamais, et ça on le savait pas, on savait pas, on pensait pas, on avait une inconscience terrible à ce niveau-là. Heureusement d'ailleurs, peut-être qu'on avait cette inconscience, et quand on s'est aperçu que c'était pas comme ça que ça marchait, là évidemment ça a coincé un peu aux entournures. Alors vous avez commencé à prendre la route avec une troupe de théâtre. Comment ça fonctionne? De quoi ça vit? Voilà. Et quel était l'esprit de cette troupe dans les années 70? Alors dans les années 70, quand on a commencé, effectivement, on sortait de cette école avec quelques camarades, et on s'est dit il y a un moyen, comme c'est très difficile de se faire engager dans des théâtres ou de faire du cinéma, on va faire quelque chose par nous-mêmes. On crée notre troupe. Alors on s'est pris en main, on a rassemblé nos modestes économies, on a acheté un vieux camion Citroën, genre camion de boucher, comment on appelait ça, les tubes Citroën. Les tubes. Voilà. Et dedans on mettait les décors, on mettait la troupe. Et puis ce qui sous-tendait notre démarche, au-delà de gagner modestement notre vie, parce qu'on savait qu'on ferait pas des milliers et des cents avec ça, c'était de transporter la culture en province, c'était d'emmener les grands auteurs, de jouer les grands auteurs, et même des moins grands d'ailleurs, mais montrer le théâtre. On avait cette ambition. Pourquoi vous cherchiez à transmettre quoi? Ça signifiait quoi la culture? Le théâtre, il y avait quelle vision qui était derrière? La vision était... Alors, il faut dire aussi qu'on sortait des années mai 68, on sortait de mai 68 dans ces années-là, je veux dire, et on était sous le choc. Encore justement, vous parliez de Planchon il y a un instant, qui allait présenter des spectacles à la sortie des usines. On était dans cette dynamique de la culture pour tous.
d'amener la culture même au milieu défavorisé. Des gens qui n'allaient jamais au théâtre, eh bien notre ambition c'était de leur apporter. Alors ça se passait comment? Alors ça se passait d'une manière qui ne pourrait plus se passer de nos jours, et c'est bien dommage parce que c'était simple à cette époque-là. On achète donc ce combi, on fait fabriquer nos costumes, on avait des copines couturières rue Blanche qui nous faisaient ça, on payait le minimum. Alors on avait un point de chute parce qu'on avait l'un de nos camarades qui était en Savoie, on avait un point de chute, une petite maison en Savoie, et on tournait sur tous les départements autour Savoie, Haute-Savoie, l'Ain, la région du Bugey, etc. Donc on a beaucoup tourné, 72, 13, 14, essentiellement l'été parce que c'est quand même assez saisonnier. Et c'était facile, on allait voir on passait dans les mairies quelques jours avant, puis on demandait la personne qui s'occupait non pas de la culture à l'époque, mais on demandait le responsable du comité des fêtes. C'est comme ça que ça s'appelait. C'était beaucoup plus, beaucoup plus bon enfant que ça ne l'est devenu de nos jours. Maintenant, on est un peu cuistre. On dit monsieur l'attaché à la culture ou madame. Mais à l'époque, c'était le responsable du comité des fêtes. Alors il nous disait oui, vous avez besoin de quoi? On a besoin d'électricité pour brancher les lumières. Oui, bon, vous pourrez vous brancher là. Et puis des chaises. Oui, si vous pouvez nous prêter des chaises. On va vous les prêter ou on va vous les louer ou vous payerez sur les entrées ou vous passerez le chapeau à la fin ou on vous loue la place tel prix et puis vous récupérerez le reste. Enfin bon, c'était très simple. Et aujourd'hui, ça serait impossible. Et quelle était, en plus de cette facilité donc à réaliser les choses, à monter des projets, quels étaient les retours justement de ce côté, de cette envie de culture pour tous, de transmission? Que vous renvoyaient les gens? On avait des gens qui effectivement dans des petits villages venaient nous voir à la fin. C'est ça le théâtre. On n'avait jamais été dans un théâtre, déjà parce que c'était éloigné, le théâtre était loin de chez eux, ou bien parce que ils n'en avaient jamais eu l'opportunité, ou parce qu'ils pensaient que c'était pas pour eux. Il y avait ça aussi, cette notion. Ça c'est pas pour nous. Vous voyez, avec l'impression que c'était pour d'autres gens, pour des gens plus évolués qu'eux. Et nous on voulait se battre contre ça, contre c'est pas pour nous justement. Et on a eu des retours magnifiques. Des gens qui nous ont dit on a passé une soirée formidable grâce à vous, etc. Moi j'en ai encore des étoiles dans les yeux quand j'y pense à cette période. Ça fait 40 ans. Voilà. Non, aujourd'hui je vous disais c'est plus possible parce que voilà, on pourrait plus arriver sur une place de village, aller demander le responsable du comité des fêtes. Ah oui, mais alors vous avez des assurances. Oui, mais alors il va falloir la gendarmerie. Ah puis l'électricité. Oh non, vous pensez. Alors qu'est-ce qui est possible? Demander à l'EDF, etc. Bon, alors moi ça m'amuserait plus. Alors qu'est-ce qui est possible? Parce que vous êtes toujours comédien, vous faites un spectacle de magie, on en parlera tout à l'heure, autour de Méliès, grand magicien et homme de cinéma. C'est quoi le théâtre aujourd'hui, justement? Est-ce que ça a conservé ce côté culture pour tous? Est-ce qu'on est encore dans la transmission? Quel est le modèle entrepreneurial et le modèle, on va dire, philosophique ou culturel sous-jacent? Hélas non. On a quitté cette période puisque certains nous ont dit il y a quelques années qu'ils souhaitaient rompre avec l'esprit de mai 68, n'est-ce pas? Suivez mon regard. Certains l'ont gardé. Certains présidents de la République, peut-être. Peut-être. Je sais pas. Mais vous voyez, je vous ai lu tout à l'heure un extrait de Victor Hugo, extrait de l'anthologie de la poésie française de Georges Pompidou. C'était l'époque où les présidents de la République étaient des hommes de culture. Enfin bon, c'est vraiment une autre époque. Bon, pour en revenir à votre question, non, l'époque a totalement changé. On n'en est plus là. On n'en est plus à cette transmission de la culture pour tous. On est passé à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut transmettre encore actuellement, justement, pour bâtir une humanité meilleure? Quelle peut être la fonction du théâtre? Purement esthétique, je crois qu'il faut garder les fondamentaux et aller dans la même direction. Ce sont les moyens qui ont changé. Je crois que on peut garder ce désir que nous avions, mais ce que nous transmettions d'une certaine façon il y a 30 ans ou il y a 40 ans, on peut toujours le transmettre, mais d'une manière différente. Aujourd'hui, on est obligé de passer par des structures préexistantes qui vont de l'équipement municipal jusqu'à l'équipement national, en passant par les équipements régionaux. Enfin, quand je parle équipement, je parle aussi des administrations.
administration. Aujourd'hui, il est impensable, ou alors vraiment on devient des miséreux, de passer le chapeau à la fin d'un spectacle, si tant est qu'on ait la permission de s'installer sur une place de village. Aujourd'hui, on pourrait le faire si on a des structures de subvention, d'aide, et c'est ça qu'il faut aujourd'hui arriver à créer. Si vous voulez, finalement, on a perdu un petit peu cette liberté, cette envie, cette passion sous-jacente qui permettait de développer ce projet, qui est un projet entrepreneurial d'ailleurs comme les autres, dont vous viviez chichement ou moins chichement, mais dont vous pouviez vivre. Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Alors ça, c'est une partie de votre vie. Vous êtes également devenu guide. Alors guide d'un Paris, c'est la dernière partie d'un Paris mystérieux. Alors on va entamer quand même cette partie-là et on reviendra après à la partie magique. À la partie magique. Alors vous montrez un Paris mystérieux. C'est quoi et pourquoi vous faites ça? C'est quoi être guide? En quoi ça permet de changer un regard? Est-ce que vous avez cette volonté-là? Et qu'est-ce que vous faites justement du temps libre des gens qui viennent là, qui viennent vous écouter? Qui ont la gentillesse et qui me font l'honneur de venir m'écouter et me laisser les conduire dans différents endroits. Alors, c'est une activité intéressante. J'y suis venu comme beaucoup de choses dans ma vie, c'est venu un petit peu par hasard, mais un hasard qui a bien fait les choses, dans la mesure où je me suis toujours intéressé à Paris et à son histoire. Mon père, qui était d'origine italienne, c'est lui qui m'a montré Paris, en fait. C'est ça qui est drôle, cette ville dans laquelle il n'était pas né, il l'adorait, et c'est lui qui m'a fait faire mes premières promenades dans Paris, et après, étant adolescent, c'est moi qui l'emmenais. J'avais à l'époque le guide Michelin vert, on n'avait pas grand-chose comme livre sur Paris, et je cherchais des choses un peu insolites, déjà, dans Paris. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'insolite? Traquer l'insolite. Ce qu'on peut voir d'insolite dans Paris, ce sont les traces des anciens bâtisseurs, ce sont les choses que les hommes nous ont laissées graver dans la pierre, qui malheureusement tendent à disparaître, parce que il y a eu au 19e siècle, il y a eu le baron Haussmann qui a fait beaucoup de mal. Je sais qu'il a ses défenseurs. Moi, je ne suis pas un défenseur d'Haussmann pour différentes raisons. Et puis, on a eu au 20e siècle les promoteurs immobiliers qui ont rasé des traces du passé, des immeubles, des quartiers pour bâtir des immeubles modernes. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve quand même encore? C'est quoi ces traces qu'on trouve dans la pierre? Vous êtes alors donné peut-être quelques intitulés de je ne sais pas de visites que vous faites. Par exemple, alors je fais des visites qui n'ont rien de mystérieuse. Je montre des quartiers, des cimetières, des églises. Bon, du Père Lachaise par exemple, voilà, sous toutes ses alors formes. Ça, le Père Lachaise, on peut le montrer de différentes manières justement. On peut faire une visite générale du Père Lachaise en montrant les sépultures les plus intéressantes, les plus connues, etc. Mais on peut aussi faire un parcours un petit peu ésotérique, justement, à la recherche de ceux de nos illustres prédécesseurs qui se sont intéressés à toutes sortes de choses un peu à la marge. Alors, les médiums, les charlatans de tout poil, on y croit ou on n'y croit pas, les francs-maçons, les alchimistes, voilà, il y a toutes sortes de personnages tout à fait curieux au Père Lachaise, surtout les médiums d'ailleurs, il y a tout un parcours autour des médiums à faire, en fait, etc. Et vous faites aussi des visites astrologiques ou magiques de Paris. Oui, enfin, on va peut-être pas aller jusqu'à là quand même. Je me suis aperçu en cherchant ces choses un petit peu cachées sur Paris que Paris n'avait pas été construit par hasard. La géographie de Paris est une géographie sacrée, entre guillemets. Dans sacré, je ne mets aucune notion religieuse, je mets plutôt des notions un peu ésotériques, des notions un peu druidiques. Et on s'aperçoit quand on regarde un plan de Paris ancien et même quand on superpose un plan de Paris récent, malgré tout ce qui a été démoli au 19e, on se rend compte que Paris est bâti comme un gigantesque ciel astrologique.
Alors, c'est-à-dire avec des constellations, des planètes. Prenez par exemple un exemple entre mille, les grandes places de Paris, alors la place de l'Étoile, on le sait, c'est une étoile à 12 branches, bon, mais avec 12 avenues qui en partent. Mais la Bastille, c'est pareil, la République, c'est pareil, la Nation, Concorde, c'est pareil. Alors, qui est un zodiaque. Voilà, la Concorde, c'est un zodiaque, etc. Il y a plein de choses comme ça à voir. Alors quand je suis sur place avec des groupes, je montre toutes ces choses in situ et les gens sont épatés. Ils me disent, ah ben, je suis passé 50 fois par ici, je n'avais jamais remarqué ce que vous êtes en train de nous montrer. Et c'est quoi cette architecture sacrée finalement, ou cette construction sacrée, ça traduit quoi? Je crois que, alors là, j'ai un côté extrêmement rationnel, sinon rationaliste sur ce genre de choses. Je ne pense pas qu'il faille qu'il faille attribuer à ces lieux des pouvoirs magiques, mais en tout cas, ils ont été construits, comment dirais-je, avec une idée de magie qui sous-tendait un petit peu tout ça. Et je crois que si on prend les choses d'une manière un petit peu distanciée, parce qu'il faut toujours un petit peu distancer les choses et puis les regarder avec un peu d'humour, je crois que c'est un grand jeu de pistes que nous ont laissé nos grands ancêtres bâtisseurs. Alors quel est le regard finalement que vous renvoie ceux qui viennent assister à ces conférences? Qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils en sortent transformés un peu? Non, alors je n'irai pas jusque-là, ce serait d'une grande prétention quand même de dire une chose pareille, mais j'espère au moins réussir à leur ouvrir les yeux. Vous voyez, comme je vous disais il y a un instant, des gens qui me disent « Ah, on est passé 50 fois par ici, on n'a jamais remarqué », bah c'est déjà quelque chose. Bon, et les gens qui me disent « Ah, on n'avait jamais levé les yeux, voyons, on est dans Paris, on prend le métro, on va travailler, on rentre, on regarde rien, et avec vous, au moins, on prend le temps de regarder les choses. » Alors effectivement, on lève les yeux, je leur apprends à regarder Paris autrement, et enfin encore c'est d'une grande prétention ce que je dis, mais enfin j'essaie de leur montrer Paris autrement. Et quand j'ai des jeunes qui seront notre continuité, je devrais dire, hein, enfin plus tard, dans quelques années, j'essaie de leur montrer que les merveilles que l'on peut encore voir dans Paris, faut pas les démolir. Certains d'entre eux, un jour, seront peut-être promoteurs immobiliers, architectes, que sais-je encore. Eh bien, ceux-là, au moins, peut-être un jour, s'ils ont une maison à bâtir ou à démolir, peut-être qu'ils penseront un peu à moi, ces visites qu'on avait fait ensemble, et qu'ils se diront « Ah non, ça, quand même, ça, c'est beau, ça, faut pas y toucher, ou il y a un truc, là. » Alors, quelques exemples, par exemple, de merveilles que les gens connaissent assez peu. Ouh là 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 là, Paris. Allez, trois merveilles à voir. Là, vous me prenez un petit peu au dépourvu, comme ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bah déjà, ne serait-ce que les grands cimetières de Paris. Le Père-Lachaise est déjà très délabré. Il y a le Père-Lachaise que tout le monde visite. C'est un endroit très très visité. Hein. Alors le problème, c'est que c'est un cimetière qui bouge. Hein, c'est pas un musée. En plus, il y a des problèmes administratifs terribles parce que si le terrain appartient à la ville, les sépultures, elles, appartiennent à des gens privés, donc on peut pas réellement intervenir. Et oui, mais ils sont morts. Oui, mais en dehors des non, la famille devrait faire quelque chose, mais souvent il y a plus de famille, justement. On est arrivé au bout et on s'aperçoit que la nature et la météo sont terribles pour la pierre, mais il y a aussi les dépredations voulues, le vandalisme, les vols, etc. Et c'est très dommage. Il faut protéger cet endroit. Alors ça, c'est une des merveilles parce que c'est notre culture, c'est notre base. Ces gens qui reposent ici. Il s'agit pas d'établir un applaudimètre de l'histoire, hein, mais ces gens qui sont là ont marqué leurs contemporains, soit par leurs actions, leurs écrits. Ils ont mérité les événements auxquels ils ont été mêlés. Ils ont mérité la considération, voire la déconsidération de leurs contemporains. Et c'est l'occasion, lorsqu'on les évoque sur leur sépulture, de réveiller pour quelques instants un monde disparu qui me semble important, justement. Nous avons quelque chose à préserver. Je crois qu'on a une continuité à assurer, et si on peut la montrer à des jeunes. Mais ça répond pas à votre question. Je sais que alors j'ai dérivé. d'autres merveilles, deux autres merveilles encore. Merveilles.
pourquoi le pari des alchimistes, par exemple, qui est un de mes parcours. On parlera bientôt d'alchimie, ça tombe bien. Ça tombe bien. Où on voit les traces que ces anciens ont laissées sous forme cachée. Le savoir des alchimistes est présent sur certaines façades de Paris, le long d'une ligne imaginaire, un petit peu comme la ligne du méridien de Paris, qui est aussi une de mes visites, où on remonte l'ancien méridien de Paris, le méridien 0, avant que les Anglais nous le piquent. Salaud d'anglais. Salaud d'anglais. Et le long de ce parcours des alchimistes, on voit des figures, des traces qui sont déguisées, donc qui sont grimées. L'alchimiste grimait son écriture dans des grimoires. Mais il transmettait quelque chose sur les façades. Hein. Alors, il transmettait quelque chose sur les façades, sur les statues, sur les monuments. Sur lesquels, par exemple la fontaine Saint-Michel est un gigantesque manifeste alchimique dans lequel, alors je peux pas vous le détailler là à la radio, il faudrait avoir la fontaine sous les yeux, mais vous savez les 3 phases de l'œuvre qui sont sur la fontaine. D'accord, il y a des choses aussi sur certaines églises peut-être. Ah bah sur certaines églises, oui. On a par exemple, il me vient à l'esprit le Baphomet des Templiers qui se trouve sur le. Alors le Baphomet, c'est une divinité qu'on a pris pour un diable, mais c'est pas un diable, c'est plus compliqué que ça. Qui se trouve sur l'église Saint-Méry. Enfin bon, voilà. Notre-Dame aussi. Alors Notre-Dame, nous avons des portail. figures effectivement alchimiques. Pour les auditeurs que ça intéresse, je les renvoie aux ouvrages de Fulcanelli. Ça sent bon son pseudonyme, hein, Fulcan Hélios, Vulcain Hélios, le soleil et la forge. Hein, c'est la chaleur, tout ça, c'est l'alchimie. Fulcanelli a écrit Le mystère des cathédrales et les demeures philosophales, où il décrit tout ça à Paris et en France en général. Et donc on peut retrouver toutes les manières de faire, de transformer le plomb en or en regardant les façades de Paris. C'est une autre histoire. Bon. C'est une autre histoire. Qu'on envisagera dans une autre émission. Dans une autre émission, peut-être. Je vous apprendrai à faire de l'or. Non, c'est une blague, hein, je sais pas faire. Si je savais, peut-être je serais pas là ce soir. Mais si. Nous recevrons quelqu'un qui s'appelle Patrick Burensteinas, que vous connaissez peut-être en décembre. On ne sait pas s'il sait faire de l'or ou pas, hein. Ou si c'est un or philosophique, on lui posera la question. Voilà, faudra lui poser la question. Alors, de l'alchimie à la magie, un petit pas, un grand pas, je ne sais pas. Oui. Alors, vous êtes magicien, vous êtes président des magiciens, archimage, c'est quoi? Ah, je l'ai été. Pas archimage, mais président des magiciens, oui. Alors ça, c'est une très, très vieille passion. Ça m'est tombé dessus quand j'étais tout gosse. Alors, tous les gosses s'intéressent à la magie, mais certains seulement persistent. Alors pourquoi on persiste? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on y découvre dans la magie et qu'est-ce qu'on transmet? Pourquoi? Je crois que quelqu'un qui s'intéresse alors quand on parle de magie, attention, hein, parlons de prestidigitation et d'illusionnisme. C'est pas de haute magie. Ce n'est pas comme dirait. Alors attendez, j'ai une citation de Papus. Oui. La magie est l'étude et la pratique du maniement des forces secrètes de la nature. Vous faites pas ça. C'est très joli. Ben non, je fais semblant de faire ça. Effectivement, l'art du magicien, puisque la magie et l'illusionnisme est un art. Et cet art est un art un peu spécial, puisque c'est un art qui consiste à provoquer des phénomènes qui semblent défier les lois naturelles. Donc c'est bien ce que dit Papus, mais pour faire ça, nous on utilise des secrets, des techniques, des trucs, hein, ce que les gens appellent des trucs. Nous on n'aime pas bien le mot truc, mais enfin c'est ça. Voilà. Alors vous allez nous donner quelques trucs. Alors vous êtes toujours sur Radio Widoubiz, radio des entrepreneurs, dans l'émission L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure, avec notre invité Sylvain Solustri qui est magicien, entre autres. Alors donnez-nous quelques trucs de magicien. Donc comment est-ce qu'on reste déjà, comment on devient magicien? Et qu'est-ce qu'on en fait de ça? Parce que vous avez créé, donc nous allons assister aux 20 ans donc du musée de la magie, oui. Que vous avez cofondé, on va dire, sous l'impulsion de Georges Proust, oui, et un collectif de magiciens. C'est ça.
Vous pouvez nous présenter le musée, oui, sa volonté, ce que vous y transmettez, Voilà. ce que vous y faites d'ailleurs. Alors, ça c'est une idée. Alors bon, il y a eu la magie, il y a eu le spectacle de magie, il y a eu le fait que j'ai été, comme vous l'avez dit, le président des magiciens, puisque les magiciens sont regroupés en associations, loi de 1901, donc il faut un président, un secrétaire, un trésorier, etc. C'est une activité qui était assez prenante. Ceux qui s'en occupent toujours d'ailleurs sont très pris. Cette association, enfin ces associations, parce qu'il y en a plusieurs, organisent des congrès, des conférences, et au moins 2 fois par semaine à Paris, il y a une réunion de magiciens. Ça ressemble à quoi? Vous êtes déguisé? Pas Vous du avez tout. des capes, Pas du vous tout, avez pas des du loups, tout, des pas du masques. tout. Non. Vous faites des soirées magie. Oui, quitte à vous décevoir, on vient en jean. Hein. Et là, le truc consiste à montrer des tours aux copains magiciens. Il y a une diffusion interne des tours, des diffusion techniques. interne. Alors tiens, voilà ce que j'ai trouvé cette semaine. Tiens, ce tour-là, tu le connais? Ah non, je le connais pas. Comment tu fais, etc. Voilà. Alors déjà, peut-être on peut revenir Bon. sur l'histoire de la magie qui nous donnera une petite transition avec le musée de la magie. C'est une longue histoire, mais je vais essayer de faire bref. C'est une histoire qui se perd dans la nuit des temps. Hein. C'est une très très vieille activité, puisque Sénèque en parle déjà, et c'est pas le prix Goncourt de l'année, hein, Sénèque. Bon, c'est qui celui de l'année? Non, celui de l'année, je sais pas, ça c'est une autre histoire. On sait qu'il y a eu une magie déjà dans l'Antiquité, en dehors de la magie traditionnelle. Longue période d'obscurité qui s'appelle le Moyen-Âge, qui dure plus de 1000 ans. Au cours de cette période, évidemment, le magicien n'est pas très très bien vu, puisque la toute-puissante Église voit d'un très mauvais œil ceux qui lui font concurrence en faisant des miracles, ou prétendus tels. Hein. Donc il faut attendre le siècle des Lumières. C'est là que les choses vont se révéler. Période au cours de laquelle les hommes vont vouloir faire une espèce de gigantesque inventaire du monde, savoir de quoi est fait la Terre, l'homme, les planètes, etc. Bon, et on va mélanger allègrement un petit peu ce qui est divertissement et ce qui est réellement scientifique. C'est là qu'apparaissent les premiers magiciens qui vont donner leur lettre de noblesse et à cette activité, qui vont en faire un art. Alors c'est qui Avant, la magie est un art. Enfin, un art, c'est pas encore un art, c'est une activité qui se pratique parce que l'Église tolère quand même, ou les autorités tolèrent des tours bien connus. Le tour le plus connu étant le jeu des gobelets, mais le magicien, si vous regardez des gravures anciennes, nous en avons au musée de la magie, vous verrez que ça se passe essentiellement en plein air, ça se passe sur les places de village, sur les foires, sur les marchés. Bon, mais il n'y a pas de théâtre réservé à la magie. Ça, c'est quelque chose qui va arriver bien plus tard, qui va arriver au 19e siècle avec Jean-Eugène Robert Houdin. C'est le grand homme. Pour nous, c'est le grand homme. C'est lui qui va créer un théâtre de magie régulier à Paris, le théâtre des soirées fantastiques au Palais Royal, où là, il va montrer des choses qui vont éblouir les foules. Alors là, il transforme l'art magique ou la prestidigitation, c'est l'art de quoi? C'est l'art, effectivement, comme je vous le disais, de provoquer des phénomènes qui, à l'état naturel, n'existent pas. Le magicien, il coupe une corde, il la raccommode instantanément. La corde est dans le même état qu'elle était au début. À l'état naturel, on peut pas le faire. Hein. On peut mettre de la colle, on peut faire un nœud, mais la corde ne sera jamais comme elle était au départ. Le magicien, donc quand on casse un truc, on appelle un magicien. Eh ben voilà, quand on casse un truc, on appelle un magicien. Mais là, c'est encore une autre histoire. Vous m'emmenez toujours sur des pistes dangereuses et glissantes. Hein. Non, c'est pas le genre de la maison. Non, c'est pas le genre de la maison, je sais bien. Voilà. Alors, la magie devient donc un art. Jean-Eugène Robert Houdin, Jean-Eugène Robert de son nom de famille, qui épousera plus tard une demoiselle Houdin, donc il se fait connaître sous le nom de Robert Houdin. C'est lui qui va jeter aux orties la défroque médiévale du magicien. Jusqu'à lui, le magicien, il est déguisé avec une grande robe, un grand chapeau pointu, comme l'enchanteur Merlin, avec des astres, des lunes, des soleils brodés dessus. Lui, il dit, hop, on veut plus de ça, c'est fini, c'est vieux. Maintenant, moi, je m'habille tel que l'on s'habille dans les salons du meilleur monde à l'époque dans laquelle je vis, c'est-à-dire au milieu du 19e siècle. On met un petit jean et... voilà, le jean de l'époque, eh bien, c'était l'habit à queue et le chapeau haute forme, qui sont demeurés jusqu'à nos jours, d'ailleurs, l'habit emblématique du magicien. De Mandrake, le magicien. Voilà, même si aujourd'hui, ceux qui s'habillent comme ça paraissent un peu démodés. Mais enfin, c'est joli, l'habit, quand même. Quand c'est bien porté, il faut avoir la silhouette, c'est assez joli. Bon, on aurait dû vous dire de venir en habiller. En habit, absolument. Bien sûr.
Alors, de là, c'est un peu la transition que je voulais faire, c'est que dans l'esprit du public, bien souvent, le magicien, c'est toujours un monsieur qui est habillé comme ça et qui fait sortir un lapin d'un chapeau. Ouais, c'est un peu ça. Alors, c'est de ça qu'on a voulu sortir en Créance Musée. On entendait aussi des choses assez désagréables. La magie c'est pour les gosses. Oui, bon, certes c'est pour les enfants, mais enfin les magiciens, les adultes peuvent également y trouver intérêt et agrément. On entend dire pire encore, ah voilà le magicien, attention à vos montres, à vos portefeuilles. Ce qui donne une assimilation du magicien au voleur. Et c'est de ça qu'on a voulu sortir aussi. Bon. On s'est dit, et Georges Proust, donc, lui, avait une collection personnelle de très beaux objets, d'affiches anciennes, de livres anciens. Lui, il est collectionneur de magie, parce que tous les magiciens ne sont pas des collectionneurs. Il y a certains magiciens qui sont des historiens de la magie, des collectionneurs, et d'autres qui ne le sont pas. Donc, il a réuni une petite équipe autour de lui, et il a dit, voilà, moi, je voudrais ouvrir un musée de la magie, est-ce que vous voulez travailler avec moi? On a dit oui. Mais alors, comment on monte ça? C'est un vrai projet entrepreneurial. C'est un projet entrepreneurial. Comment est-ce qu'on fait pour faire vivre, pour monter le projet, pour avoir ce lieu? Vous avez un lieu quand même alors, on a superbe. On a un très beau lieu. Ça vit de quoi? Et comment alors, chacun s'implique dedans? Parce que vous avez une organisation très particulière quand même, où chacun met la main à la pâte. C'est une petite entreprise où chacun met la main à la pâte, et je crois que ça ne peut fonctionner que comme ça. C'est très communautaire. C'est communautaire. Ouais, je sais que je suis un petit peu polyvalent dans la maison. Je peux à la fois faire le spectacle, faire la vente en magasin, parce qu'on a un petit magasin où on vend des tours de magie pour amateurs et pour professionnels, et puis pour les gens qui viennent visiter le musée, qui ont envie de remporter un petit souvenir, un petit tour de magie facile à faire. Je peux faire la visite guidée, enfin voilà, et puis s'il le faut, passer l'aspirateur avant de partir. On arrive en tôt le matin. Bon, ça c'est le jeu, quoi. C'est ça l'idée pour que ça fonctionne. Et donc c'est une association ou c'est une entreprise? Non, c'est une entreprise. Au départ, c'était une association qui a été transformée pour des raisons pratiques, financières, etc. en société. Donc aujourd'hui, je suis salarié de cette société. Voilà. On est tous des salariés de cette société. Alors quel est l'esprit finalement de ce musée? Qu'est-ce que vous y véhiculez? Qu'est-ce que vous y montrez? Alors l'idée c'était comment vous transmettez la magie? L'idée c'était de montrer que la magie est un art très ancien et pas de la farce et attrape, que la magie c'est pas facile, que c'est quelque chose qui se travaille, que ça peut être assimilé à la musique par exemple ou à toute autre forme d'art, montrer que comme à tout art correspond un patrimoine, une culture, un historique, c'est ça que nous voulons montrer. Et puis aussi deuxième combat intéressant, c'est que justement nous avons voulu monter un combat rationnel ou rationaliste, c'est pas tout à fait la même chose, un petit peu dans l'esprit, je vais citer Gérard Majax, qui est un de nos amis que tout le monde connaît, qui a toujours mené un combat contre les charlatans. Et nous avons d'ailleurs dans le musée une vitrine qui est consacrée aux objets qui ont été détournés de leur fonction de spectacle, qui étaient au départ des objets utilisés par les magiciens dans leur spectacle, qui ont été détournés par des gens, des charlatans, des faux médiums, faux spirites, faux fakirs et autres animaux de la même farine, qui ont été détournés de leur fonction de spectacle pour abuser les gens. Par exemple, vous y verrez une boîte secrète qui, lorsqu'on met un petit morceau de craie dedans, révèle un message spirit, comme si les esprits étaient venus écrire à l'intérieur de la boîte. Bon, on explique aux gens, on leur dit pas comment ça marche, parce que c'est un tour de magie, mais on leur dit, c'est un truc. Si un jour vous voyez faire ça, dites-vous que c'est un truc, que le gars qui vous montre ça, il a aucun pouvoir secret réel. Hein, voilà. Pas de vrai pouvoir magique. Il n'y a pas de vrai pouvoir magique. C'était voilà. C'est ça truc, que c'est aussi là, c'est une de nos constantes, une des choses qu'on veut absolument montrer dans ce musée. Et on veut. Alors, c'est un combat qui n'est pas forcément gagné d'avance, mais nous essayons au moins d'ouvrir l'esprit des gens là-dessus. C'est vrai qu'on a parfois des discussions assez âpres avec des personnes. Si, mais ça existe. Moi, je l'ai vu. Je connais quelqu'un qui se met en lévitation au fond de la Nièvre. Je dis, vous l'avez vu, madame? Ouais, non, mais c'est vrai. Hein, est-ce que vous l'avez vu? Oui, non, mais c'est mon cousin qui m'a raconté. Bon, c'est tout, même. Quand vous le verrez vraiment de vos yeux, on en reparlera. Alors,
On va encore utiliser vos compétences d'acteur, de comédien avec un petit intermède poétique. Alors, vous êtes toujours sur Radio Widoubiz dans l'émission L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure avec Sylvain Solustri. Alors, nous allons passer un petit intermède poétique. C'est de Jacques Delille, que l'on appelait l'abbé Delille. Je vais en dire un petit mot tout à l'heure, et je l'ai choisi parce que c'est un petit rapport justement avec notre Paris ésotérique. Ça s'appelle Les Jardins, l'automne, c'est de cette saison. Bientôt les aquilons, des dépouilles des bois vont joncher les vallons. De moment en moment, la feuille sur la terre, en tombant, interrompt le rêveur solitaire. Mais ces ruines même ont pour moi des attraits. Là, si mon cœur nourrit quelques profonds regrets, si quelque souvenir vient rouvrir ma blessure, j'aime à mêler mon deuil au deuil de la nature. De ces bois desséchés, de ces rameaux flétris, seul, errant, je me plais à fouler les débris. Ils sont passés les jours d'ivresse et de folie. Viens, je me livre à toi, tendre mélancolie. Viens, non le front chargé de nuages affreux, dont marche enveloppé le chagrin ténébreux, mais l'œil demi-voilé. Mais tel qu'en automne, à travers des vapeurs, un jour plus doux rayonne. Viens, le regard pensif, le front calme, et les yeux tout prêts à s'humecter de pleurs délicieux. C'est très beau, c'est Jacques Delille, lu par Sylvain Solustri. Et ce qui va nous faire notre petite transition avec notre questionnaire magique pour l'occasion et nos idées pour changer le monde. Oh là là. Alors, c'est pas si mal que ça, Jacques Delille. Hein. C'est non, parce très que bien, quand je fais très visiter beau. le cimetière du Père-Lachaise et que je montre la tombe de Delille, qui n'était pas abbé, d'ailleurs il y avait des petites possessions dans une abbaye, ce qui fait qu'on l'appelait l'abbé de Lille, je dis toujours ce sont des vers de Mirliton qui sont inécoutables, et ben la preuve que non, finalement. Non, c'est très beau. C'est pas mal du tout, Delille. C'est un poète très 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 célèbre au XVIIIe siècle, à peu près au moment de la Révolution, début XIXe même. Et quand on visite les catacombes de Paris, et à l'entrée de l'ossuaire, il y a un vers de Delille. Arrête, c'est ici l'empire de la mort. C'est un vers de Delille. Donc c'est un homme important, Delille. Comme quoi, pas que des vers de Mirliton. Absolument. Alors passons à notre questionnaire magique et à nos 3 idées, du moins les vôtres, pour changer le monde. Sylvain Solustri, qu'est-ce qui est magique pour vous ? Quelle question. Qu'est-ce qui est magique pour moi Dans la vie, dans le monde. Dans la vie, je crois que c'est la séduction qui est magique, je crois. C'est le regard entre des êtres qui comprennent, ou inconsciemment ou consciemment, que les choses vont bien fonctionner pour eux sur un plan amical, sur un plan amoureux. Je crois que c'est un échange de regards. Une magie qui m'étonne toujours et qui m'étonnera toujours. Qu'est-ce qui vous fait rêver, bouger, aimer ? Mes différentes passions qui me font bouger, aimer, c'est toujours, ça tourne très souvent autour de ce désir de spectacle, de montrer, d'amuser les gens, de les intéresser, de leur montrer des choses insolites. Je crois que c'est une de mes grandes motivations, ça. D'accord. Qu'aimeriez-vous faire disparaître ou apparaître avec une vraie baguette magique ? Tout ce qui est étatique, tout ce qui est privation de liberté, tout ce qui est, vous savez, on parle souvent de la loi de 1905 à propos de la séparation de l'Église et de l'État. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on aille plus loin, c'est qu'on ait une suppression de l'Église et de l'État. On avait prévenu, on avait dit
dans la présentation anarchiste et libertaire. Oui, enfin je le porte pas sur le front, c'est pas non plus une étiquette, mais enfin bon, vous me connaissez assez maintenant pour savoir qu'effectivement, bon, je tends à l'anarchie. C'est toujours très dangereux de se dire je suis anarchiste, non je suis pas anarchiste. Vous êtes libre j'essaye avant d'y tout. de tendre vers un idéal d'anarchie, c'est-à-dire anarchos, homme libre, pas de gouvernement, quoi, rien au-dessus. C'est peut-être le principe de l'entrepreneur qui est un anarchiste, un homme libre, ou qui tend à le devenir. On ne sait pas. Ouais. Ça dépend. Là, il y aurait beaucoup à dire sur cette question, parce qu'il y a toujours ce côté financier qui rentre en jeu, qui finalement pourrit tout et gâche tout. Hein, peut-être pas. Tout bon, allez-y, vous pouvez. Non, qu'est-ce qu'il faudrait modifier d'ailleurs C'est jamais la recherche du profit qui m'a motivé, qui m'a fait avancer, qui a fait que j'ai réussi un certain nombre de choses. Je crois que il y avait un vrai projet, il y avait une idée, il y avait un désir de communication, comme je vous le disais à l'instant, de montrer les choses, de faire venir les gens à moi pour les émerveiller, pour essayer de les sortir un peu de leur quotidien. Et puis certaines de ces choses ont fonctionné, ont marché, mais il aurait suffi que je me dise tiens, je vais faire ça pour gagner des sous. Là, ça n'aurait pas marché. Si les sous sont arrivés, c'est une conséquence, quoi. C'est pas le but qui m'a poussé. Alors, qu'est-ce que vous avez fait qui a contribué à changer le monde ou à créer une humanité meilleure ou peut-être plus fraternelle ou plus quoi? C'est la conséquence de ce que je viens de vous dire. Je ne pense pas que j'y sois arrivé. Je ne pense pas que la magie simulée ou prétendue réelle ou des visites de Paris ou n'importe quel spectacle ou n'importe quel film arrivera à changer le monde. Ça je n'y crois plus depuis longtemps. Mais si on arrive à faire en sorte que les gens, ne serait-ce que pendant les quelques minutes, soient un petit peu meilleurs. Après tout, pourquoi pas moi, je sais. Tiens, je vais vous donner un exemple concret. Lorsque j'ai vu, alors un film qui est très difficile à voir maintenant, c'est un court-métrage de Georges Franju qui s'appelle Le sang des bêtes, qui doit dater de 1947, exactement, je crois. Oui. Et oui, moi, il parle des abattoirs de Vaugirard, les abattoirs de Vaugirard, et de la Villette. C'est un document absolument ébouriffant. À l'époque, on n'avait jamais vu ça. Moi, j'ai découvert ça, j'étais adolescent dans les années 70. Eh bien, je suis devenu végétarien. Ça n'a pas duré plus de 3 semaines. Bon, mais pendant 3 semaines, j'ai peut-être été meilleur. J'ai pas participé à la tuerie des animaux. Vous voyez. Bon. Bah, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Quels sont les 3 vœux magiques que vous pourriez formuler pour améliorer le monde ou pour améliorer l'homme? 3 vœux. 3 vœux. Eh bien, déjà que les religions disparaissent. Parce qu'au lieu de réunir les hommes, ça les divise. Je crois que la suppression des frontières aussi serait une belle chose. Et puis la disparition des... Plus de frontières, une république universelle, oui, quoi. Bien sûr, une république universelle. Pourquoi des frontières? Pourquoi faire? Pourquoi des barrières? Pourquoi je me suis jamais expliqué la finalité de la chose, ça sert à rien. Alors il y a des frontières naturelles qui peuvent être des fleuves, qui peuvent être des montagnes sans doute, mais enfin c'est pas ça qui doit faire que les hommes se battent entre eux sous prétexte qu'ils sont d'un côté de la rivière ou de l'autre. Enfin moi ça m'a toujours paru aberrant. Voilà. Donc suppression de frontières. Des frontières. Alors 2 autres vœux. Suppression des États, suppression des religions, voilà, Ah, disparition. Je crois que déjà, on aurait fait un progrès gigantesque dans l'histoire de l'humanité si on arrivait à ça, et si on arrivait à le comprendre et à l'admettre. Alors c'est quoi justement l'humanité? Et qu'est-ce que ça pourrait être plus d'humanité? C'est la fraternité entre les hommes. Là, je sais que je fais des vœux pieux. Je sais que les gens qui n'y croient pas, qui sont de l'autre côté de la barrière, disent mais vous voyez c'est pas possible puisque de toute façon Jean-Jacques Rousseau s'est complètement trompé avec son idée de l'homme naturellement bon et que c'est la société qui le corrompt. Regardez, tout ça n'est pas vrai puisque si vous mettez 2 bébés face à face, la première chose qu'ils vont se faire c'est se taper sur la gueule et se battre.
Hein, c'est un argument que j'ai entendu, ça, parfois. Je dis non, c'est pas toujours vrai. Les bébés sont pas obligés de se battre si on les met face à face. Hein. Et la société ne corrompt pas, peut corrompre l'homme, peut ne pas le corrompre, à condition qu'elle soit bien faite. Oh là, c'est compliqué, là. On va Alors aller justement, sur des terrains difficiles et allons-y. Non, pas forcément. Alors pour vous, justement, dans votre vision du monde, c'est quoi l'homme? Et qu'est-ce que vous y trouvez? Qu'est-ce que vous y cherchez? Dans l'homme avec un grand H, bien sûr. Joker. Non, c'est trop facile. Non, c'est trop facile. Non, je sais pas. Je me suis jamais posé la question. Si, je vais dû me la poser, mais enfin pas avec cette acuité, pas avec ce sérieux. Je suis à la recherche de ce qui peut réunir les hommes, justement, pas de ce qui peut les diviser. Déjà quand on rit ensemble, c'est déjà une union. Rire pour réunir. Ah, mais le rire pour réunir. Quand vous avez une salle de gens devant vous et que vous jouez une pièce de théâtre ou que vous leur faites un numéro de magie ou même que vous leur montrez Paris en y mettant parfois un peu d'humour, en leur racontant des anecdotes qui se sont passées à tel ou tel endroit de Paris, c'est déjà une façon d'unir les êtres entre eux. C'est très bien. Vous pratiquez beaucoup le rire. Ah oui, le rire, le sourire, c'est quelque chose. L'humour, en général, c'est quelque chose que j'ai toujours recherché. Que mes goûts vont par là. Pas seulement d'ailleurs, parce qu'en matière de spectacle, de film, j'aime aussi une belle tragédie. J'aime le western. Allez, tiens, c'est dit. C'est pas forcément drôle le western. Le bon western, c'est pas forcément drôle. Mais dans je préfère par exemple dans les textes, dans la littérature, je préfère les choses humoristiques. Dans les chansons, par exemple, j'aime quand il y a une trace d'humour. C'est important. Quelle est votre richesse? Je suis un peu sec là-dessus. Je sais pas quelle est ma richesse, j'en sais rien. Peut-être j'allais dire ce don de communication. Non, c'est pas un don. C'est pas un don parce que j'étais un enfant timide, renfermé. Je crois que c'est le théâtre et la magie m'ont apporté beaucoup de ce côté-là, m'ont apporté énormément sur l'ouverture sur les autres, justement. Si j'ai peut-être une richesse, c'est peut-être celle-là, celle de... Plus que communiquer, c'est peut-être transmettre par vos métiers, vos passions. Communiquer, transmettre, oui, probablement. C'est peut-être ça, je sais pas. Alors, qu'est-ce que vous pouvez ou aimez donner? Faire don de ma personne à la France, comme disait quelqu'un. Non, le don, je sais pas, donner le peu de savoir que j'ai. Je suis pas un professeur, j'aurais pu être professeur, ça m'aurait embêté. De dire toujours la même chose, de raconter toujours la même chose à des gosses inattentifs. Là, au moins, les gens qui viennent me voir, m'écouter, ne sont pas des gens que l'on force. S'ils viennent, c'est parce qu'ils en ont envie. Voilà. Mais bon, c'est ça, quoi. Là, on est toujours autour de la transmission, un petit peu toujours autour des mêmes sujets. Quels sont vos idéaux? Qu'est-ce que vous faites pour les atteindre, pour les vivre? Je crois que ces questions tournent toutes un petit peu autour du même sujet. Hein. Je vais vous répéter ce que j'ai déjà dit, je crois. Mes idéaux, vous savez, Brassens chantait gloire à qui n'ayant pas d'idéal sacro-saint se borne à ne pas trop emmerder ses voisins. C'est très bien, ça peut être une esthétique de vie. Ça peut être, oui. Exactement. Pourquoi le monde est beau? Comment est-ce qu'on peut le rendre beau ou l'améliorer au quotidien? La beauté est dans quoi? J'ai peur qu'on tombe dans les clichés, là. Qu'on tombe dans les petits oiseaux et les petites fleurs. C'est bien de batifoler avec des petits oiseaux dans des petites fleurs. Ouais, ou l'inverse, je ne sais plus. Je sais pas comment on peut le rendre beau. Là, je crois que ça me dépasse. Moi. J'ai l'impression que je n'ai que de petites compétences, de petites possibilités envers les autres. Maintenant, pour rendre le monde beau, je sais pas, faudrait être Dieu, quoi. S'il existait. Mais ça, bon, j'ai des doutes.
Bon, alors vous êtes Dieu, quelles sont vos 3 idées pour changer le monde Je suis Dieu, voilà quelque et chose qui me fait bâtir plaisir. concrètement une humanité meilleure? 3 idées. Je suis Dieu. Eh ben, je fais ce que je vous ai déjà dit. Je supprime les frontières, je supprime toute forme de gouvernement, je supprime toute forme de religion. Pas de foi, puisque je suis Dieu. Je veux qu'on croie en moi. Puis de toute façon, je me montre. Il n'y a plus à y croire puisque je suis là. Je suis Dieu. Hein, faut pas confondre la religion et la foi. C'est pas la même chose. Hein. C'est quoi la différence? C'est Vous énorme. avez la foi? C'est énorme. Non, j'ai pas la foi et j'ai pas la religion non plus, mais je pourrais avoir la foi, peut-être. Je veux dire, avoir la foi en un idéal, peut-être la foi en une puissance créatrice au-dessus de l'homme. Bon, pourquoi pas? Certains l'ont, après tout, pourquoi pas? Mais je crois que ça fait partie du domaine de l'intime. On dit parfois la sphère privée, moi j'aime pas dire la sphère privée, je crois que ça fait partie du domaine de l'intime, ça ne peut être qu'une histoire individuelle. La différence avec la religion, c'est que la religion c'est une affaire collective, c'est une affaire institutionnelle. Bien souvent les religions n'ont rien à voir avec Dieu. On en a la preuve tous les jours dans l'actualité. Alors je crois que nous allons pouvoir arrêter là-dessus. Nous allons arrêter cette interview sur Dieu. C'est ce que je vous ai dit qui vous a fâché, là, non? Non, pas du tout, mais je trouvais que, finalement, pour terminer sur un éclat de rire ou un sourire, recevoir un anarchiste et libertaire et terminer sur Dieu, je me dis que c'est peut-être pas mal. C'est pas mal. Merci en tout cas de m'avoir reçu. Merci à vous, Sylvain Solustri. Donc l'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure, c'est par chacun, c'est pour chacun et ensemble. Alors à vous, maintenant.